Certaines blessures ne s'accompagnent pas de cris. Elles s'accompagnent de 5 chaises vides à votre remise de diplôme, des sièges que votre famille avait promis de remplir. Votre nom est appelé. Vous serrez des mains. Vous souriez pour les photos pendant que votre poitrine brûle parce qu'ils ont choisi la fête prénuptiale de votre sœur à la place. Et nous avons tous ressenti ce genre d'absence, n'est-ce pas? Celle qui vous fait remettre en question votre valeur. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas là pour que nous célébrions la chute de qui que ce soit. Et ce n'est pas pour juger les gens comme s'ils étaient simples. Je veux juste que nous y entrions doucement parce que parfois le moment qui vous brise est aussi le moment qui vous libère. Parce que juste après la cérémonie, vous ouvrez votre porte-diplôme en vous attendant à votre diplôme et une simple enveloppe en glisse. Pas de l'université, pas de logo, pas d'adresse de retour. Avant même que vous puissiez la lire, votre téléphone explose. 72 appels manqués de votre famille. La même famille qui n'a pas pu se montrer soudainement désespérée de vous joindre. Alors, qui avait-il dans cette lettre? De quoi était-il si terrifié que vous la preniez? Entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Talon Pierce, et je suis sur le point de vous dire ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de cette enveloppe. Ce que ma famille cachait derrière toutes ces chaises vides, et l'instant exact où j'ai cessé d'être le facile qu'ils pouvaient contrôler. Mais avant de partager cela, je veux juste savoir que vous êtes ici avec moi. Laissez un simple salut dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, savoir qu'une personne réelle écoute rend la chose supportable. Et si vous avez déjà été celui qui se présente pour tout le monde pour ensuite réaliser que personne ne se présente pour vous, envisagez de vous abonner. Non pas parce que j'essaie de développer une chaîne, mais parce que des histoires comme celle-ci frappent différemment quand vous n'avez pas à les porter seul. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous dire. Il y a quelque chose dans une salle de remise de diplôme qui fait résonner même la déception plus fort. Les applaudissements semblent toujours généreux, mais quand ce n'est pas pour vous, cela ressemble à un mensonge. Mon nom a été appelé, Talon Pierce, maître en psychologie clinique, et je suis monté sur scène avec ce faux sourire que j'avais répété pour ce moment précis. 5 chaises vides au milieu de la section réservée me regardaient comme des orbites creuses. Je savais déjà qu'il ne serait pas là. Il me l'avait dit la semaine précédente, nous avons vraiment essayé, mais la fête prénuptiale de Paisley est un moment unique dans une vie. Apparemment, le deuxième diplôme d'une deuxième fille n'est même pas sur le calendrier. Je n'étais pas censé m'en soucier. Je me suis dit cela 100 fois. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Je l'avais payé, vécu, mérité. J'avais même fait la paix avec le fait de traverser cette scène seule parce qu'Avri Santos, ma meilleure amie et camarade survivante du programme de psychologie, était là pour moi. Elle a applaudi plus fort que quiconque, a même sifflé, mais cela n'a pas étouffé le silence provenant de ces 5 putains de chaises. J'ai pris le porte-diplôme à 2 mains. Il me semblait plus lourd que prévu. Je suis descendu de scène, essayant de ne pas trop penser au poids ou à la façon dont il me faisait couler le cœur. J'ai trouvé un endroit plus calme sur le côté, près d'un couloir, et j'ai ouvert le porte-diplôme, prêt à jeter un coup d'œil au diplôme qui m'avait coûté 6 ans et chaque once de fierté qu'il me restait. Mais il n'y avait pas qu'un diplôme à l'intérieur. Une épaisse enveloppe blanche a glissé, atterrissant face visible sur mes genoux. Mon nom était écrit dessus d'une écriture bouclée et soignée. Talon, pas d'adresse de retour, pas de sceau universitaire. Le papier était texturé, cher, formel et complètement hors de propos. Je l'ai tenu dans ma main une seconde de trop, sentant quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Avant que je puisse même mettre mon pouce sous le rabat pour l'ouvrir, mon téléphone s'est allumé. BZZ, 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 BZZ. Il ne s'arrêtait pas. Mes mains tremblaient. Je l'ai retourné et j'ai regardé l'écran. 72 appels manqués, tous de 3 personnes, papa, maman, Paisley, encore et encore. Le premier remonte à 3 heures. Puis toutes les quelques minutes, puis toutes les quelques secondes. Comme si quelqu'un avait allumé une mèche et qu'il paniquait avant qu'elle n'atteigne la poudre. Un texte a clignoté en haut de l'écran de maman. Ne signe rien. Ne parle à personne. Nous arrivons. C'est là que mon estomac s'est glacé. Je n'ai rien dit quand Avri m'a rejoint. Elle a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai juste glissé l'enveloppe dans le porte-diplôme et je l'ai serré contre ma poitrine. Je n'étais pas prêt à expliquer ce que je ne comprenais pas encore, pas à haute voix.
Nous sommes sortis de l'auditorium avec le reste des diplômés. Tous les autres serraient leur famille dans leurs bras, prenaient des photos, tenaient des fleurs. J'ai regardé une fois ces 5 sièges vides et j'ai senti quelque chose craquer. Pas de tristesse, pas d'amertume, autre chose, un déclic, une prise de conscience. Ils avaient peur. Ils ont manqué ma remise de diplôme, non pas parce que je n'avais pas d'importance, mais parce qu'ils pensaient avoir encore le temps de contrôler ce qui allait suivre. Et maintenant, quelqu'un m'avait glissé une allumette dans les mains et m'avait mis au défi de l'allumer. J'ai trouvé un couloir plus calme, j'ai appuyé mon dos contre le mur froid et j'ai finalement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule lettre dactylographiée, légale, froide, mais signée au stylo en bas. De Gideon Baron, avocat. Objet, succession de Céleste Whittaker. Destinataire, Talon Pierce. J'ai lu les premières lignes et j'ai senti le sol disparaître sous moi. Vous êtes l'unique héritier de la succession de Céleste Whittaker, tel que nommé dans le codicile le plus récent de son testament. Cela inclut toutes les propriétés, actifs et fiducies associés. La famille en a été informée. En dessous, écrit à la main à l'encre bleue, appelez-moi immédiatement avant qu'il ne fasse un mouvement que vous ne pourrez pas annuler. Et avant que je puisse même respirer, une notification est apparue sur mon téléphone. Alerte de localisation, la localisation partagée du SUV approche du campus de l'Université du Nouveau-Mexique. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils n'appelaient pas pour célébrer. Ils appelaient parce qu'ils savaient. Et ils étaient déjà en route. Avery a proposé de conduire, mais j'ai secoué la tête. J'avais besoin du volant. J'avais besoin de contrôle. Je ne lui avais pas encore parlé de l'héritage. Je n'étais pas prêt à le dire à voix haute. J'ai juste dit, ils arrivent. Et cela a suffi pour qu'elle se taise. Nous sommes arrivés à la voiture garée au bord du parking. Le soleil du Nouveau-Mexique était brutal, jetant de longues ombres entre les rangées de familles en fête. Tout le monde s'embrassait, prenait des photos, transpirait mais était joyeux. J'ai mis le contact, j'ai vérifié mon rétroviseur, et un SUV noir a débouché de la gauche et nous a coupés, s'arrêtant en diagonale pour bloquer la sortie, visée comme une arme. La voiture de mon père. Il a baissé la vitre, sa voix comme une porte qui claque. Talon, sors. Ce ton me glaçait toujours. C'était le ton des punitions de terre, des clés de voiture confisquées, et des années à entendre, c'est pour ton bien. Je suis sorti avant qu'il ne puisse se répéter. Avery m'a appelé, mais j'ai levé la main. Je ne voulais pas qu'elle soit mêlée à ça. Ce n'était pas sa guerre. C'était du sang et de la dette et du contrôle et de la culpabilité enveloppés dans des lunettes de soleil de designer et des rides d'inquiétude assorties. Papa a ouvert sa porte mais n'est pas sorti. Maman l'a fait. Elle a marché vers moi en talons bien trop hauts pour un parking universitaire, tenant son téléphone comme une arme. Où est-elle, demanda-t-elle. Pas de félicitations, demandai-je. Tu dois me donner l'enveloppe, Talon. Tout de suite. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, papa la rejoignit. Ce n'est pas le moment d'être têtu. Laisse les adultes s'en occuper. Amusant, dis-je. Tu n'étais pas si intéressé à t'occuper de quoi que ce soit quand je me noyais dans les dettes étudiantes. Paisley sortit enfin de l'arrière de la voiture, toujours dans sa robe de douche blanche, le maquillage parfait, même si elle transpirait clairement. Elle ricana. Ne sois pas dramatique. Tu vas tout gâcher comme tu le fais toujours. Donne-la-moi. C'est alors que je le dis. Comment savez-vous qu'il y avait une enveloppe? 3 têtes se figèrent. Ils n'ont même pas pris la peine de mentir. Cette pause, cette demi-seconde de panique brute, fut le premier moment honnête que j'ai eu d'eux depuis des années. Papa s'est remis le premier. Nous avons reçu un appel. Il y a eu un malentendu. Laissez-nous le clarifier. Non, j'ai dit, laissez-moi. Les gens autour ont commencé à ralentir leurs pas. Quelqu'un a même tourné son téléphone portable dans notre direction. La voix de maman a changé instantanément. Sois performative. Talon, chérie, tu es contrarié. Parlons dans la voiture. Ce n'est pas l'endroit. C'est exactement l'endroit, j'ai coupé, parce que c'est la première fois que vous n'êtes pas ceux qui tiennent le script. Paisley a claqué. Tu ne sais même pas ce que tu tiens. Elle avait raison. Je ne le savais pas. Mais ce n'était pas le but.
Ce qui importait, c'est que, il le savait. Je reculai vers ma voiture. Je ne signe rien. Je ne le remets pas et je ne vais pas vous laisser retourner la situation comme vous le faites toujours. Maman s'avança d'un pas comme si elle allait essayer de m'attraper le bras, mais Avery était déjà sortie de la voiture et se tenait à mes côtés, silencieuse, stable. Déplace ta voiture, dis-je à papa. Il ne bougea pas. Alors, je le fis. Je remonta dans ma voiture, reculai juste assez pour prendre une autre sortie, raclant un peu le trottoir en sortant du parking. Ils ne suivirent pas au début, mais 5 minutes plus loin, j'aperçus le SUV. 2 voitures derrière dans mon rétroviseur. Avery le vit aussi. Ils te suivent. Je hochai la tête. Puis mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu n'es pas prêt pour ça. Ne sois pas stupide. P. Paisley. Plus passive, plus condescendante, maintenant menaçante. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, c'était assez important pour qu'il me poursuive en public, me monte en face et m'envoie des menaces dans le dos, et je n'avais aucune intention de laisser tomber. J'ai tourné dans le parking du supermarché sans signaler. Le SUV n'était pas loin derrière, mais j'ai réussi à traverser 3 rangées de voitures garées et à garer ma voiture entre un camion de livraison et une camionnette avec des pare-soleils sur le pare-brise. Au moment où nous nous sommes arrêtés, Avery s'est accroupi, retenant son souffle. J'ai coupé le moteur et j'ai regardé le rétroviseur. 10 secondes passèrent. Le SUV roula lentement au début, puis accéléra vers la sortie lointaine. Avery expira. Tu as déjà fait ça. Vivre avec ma famille, c'est comme grandir pendant une guerre froide. On apprend à disparaître. Nous attendîmes encore 2 minutes avant de reprendre la route principale. Je ne parlais pas. Elle ne me poussait pas. Elle restait simplement près de moi. 5 minutes plus tard, je tournais dans le complexe de bureaux en verre et bois qui abritait le cabinet d'avocats Baron Legal Group. Lignes épurées, fenêtres teintées, une sensation de marcher dans un tribunal avant même d'entrer. Mais avant que je puisse me garer, le SUV apparut de nouveau. Cette fois, ils étaient déjà là. Ils nous avaient battus. Je freina brusquement. Papa sortit le premier, se postant à l'entrée. Lunettes de soleil, posture raide. Sa main reposait contre la vitre comme si c'était sa propriété. Maman fut la suivante, ses yeux déjà brillants, mais pas à cause du soleil. Paisley se tenait à quelques pas en arrière, se mordant la lèvre comme si elle n'avait pas décidé si elle devait supplier ou ricaner. J'ai saisi l'enveloppe dans la boîte à gants. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Avery. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Nous sommes sortis ensemble, mais j'ai avancé. La voix de papa est devenue basse et lourde. Talon, si tu entres là-dedans, c'est fini. Tu choisis des étrangers plutôt que le sang. Maman a ajouté, s'il te plaît, mon chéri, parle-nous juste. Ne laisse pas un avocat tout ordre. Nous pouvons arranger ça. Paisley prit un ton plus doux que d'habitude. Tu n'as pas à empirer les choses. Rends-le simplement. Nous le gérons comme des adultes. Je m'arrêtai à quelques centimètres de la main de papa sur la vitre. Ce matin, tu as fait un choix, dis-je. Tu n'es pas venu pour moi. Tu es venu pour me contrôler, et maintenant il est trop tard. J'ai poussé la porte et suis entré. La porte vitrée se referma derrière moi avec un doux sifflement qui ressemblait au claquement d'une porte en acier. Le hall était silencieux et frais, le genre de calme professionnel que l'on ne trouve que dans les endroits où des décisions qui changent la vie sont prises. Une réceptionniste m'a accueilli par mon nom. Monsieur Baron vous attend. Donc, la lettre n'était pas un pari. C'était prévu. Nous fûmes conduits dans une salle de conférence privée avec de hautes fenêtres et une moquette épaisse. Gideon Baron se leva lorsque nous entrâmes. Début soixantaine, cheveux argentés, yeux bleus qui ne clignaient pas souvent. Il tendit la main avec le genre de calme qui disait qu'il avait déjà fait face à des familles comme la mienne. « Je suis content que vous soyez venu, dit-il en se tournant vers Avery. Et je suis content que vous ayez amené un témoin. » Il ne perdit pas de temps. « Monsieur Pierce, Céleste Whittaker vous a nommé unique héritier de sa succession 8 mois avant son décès. Les biens comprennent des propriétés immobilières, des comptes fiduciaires et des placements. Votre nom apparaît dans toutes les versions finales de son testament et de ses codicilles. J'attendais toujours le hic. Ma famille a contesté, demandai-je.
Ils ont essayé. Les revendications ont été rejetées sur la base d'une intention claire et de documents signés. Ce qui est plus intéressant, c'est la façon dont ils ont tenté de retarder votre notification. Il se pencha en avant. Il voulait du temps. Ils avaient besoin que vous soyez ignorant. Il tendit la main vers un dossier et étala un document sur la table. C'est votre statut officiel d'héritier. Nous avons déposé toutes les confirmations judiciaires nécessaires. Ils sont au-delà du point de l'arrêter. J'ai failli rire de l'absurdité. Alors pourquoi la panique? Il a souri, à peine. Parce qu'ils le savent. Il a tapoté le dossier. N'est-ce pas toute l'histoire? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un coffre-fort à la City National Bank. Il contient des documents supplémentaires que votre grand-mère a laissés en fiducie. Elle a donné des instructions spécifiques. Vous ne deviez les ouvrir que si vous subissiez des pressions ou étiez induit en erreur. Avery se redressa sur sa chaise. Elle avait prédit cela. Elle comprenait bien votre père. Il me fit glisser une deuxième enveloppe scellée. Elle était étiquetée d'une écriture cursive, à n'ouvrir que s'ils vous font douter de vous-même. Gideon ajouta, il y a plus de documents de preuve. Un élément en particulier que nous pensons être critique, une copie d'une procuration. Cela me glaça le sang. Procuration? Demandai-je. Oui, il semble que vous l'ayez signée il y a des années, accordant l'autorité sur certaines transactions. Je ne m'en souviens pas. C'est sur cela qu'il compte. Nous pensons que cela concerne une parcelle de terrain au sein de l'héritage. J'ai fixé l'enveloppe, toujours scellée. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal, numéro inconnu. Je l'ai écouté sur haut-parleur. Une voix masculine, calme, professionnelle et saccadée. Monsieur Pierce, ceci est un rappel de courtoisie concernant la date de clôture de l'accord foncier. Si nous ne recevons pas les signatures finales avant vendredi, l'accord expire. S'il s'agit d'un oubli, veuillez nous contacter. Nous partons du principe que votre scan était valide. J'ai regardé Gideon. Ils essaient déjà de faire passer quelque chose. Il a dit, un accord. Probablement soutenu par votre père. S'ils ont téléchargé une version scannée de votre signature. Il n'a pas fini. Je n'en avais pas besoin. Ils se dépêchent, j'ai murmuré, ils essaient de conclure quelque chose avant que je puisse l'arrêter. Il a hoché la tête. Nous irons à la banque maintenant, dit-il. La City National Bank semblait n'avoir pas été rénovée depuis les années 80. Sol en marbre, au plafond, caméra de sécurité à chaque coin. L'air sentait faiblement le papier et l'ozone. Un coffre-fort à l'arrière attendait derrière 2 couches de verre blindé. Gideon s'est occupé de l'accueil. J'attendais à côté d'Avery, mon nom résonnant légèrement sur les murs alors que je signais les documents d'autorisation. C'est tout à vous, dit l'employé, vérifiant ma carte d'identité. Le coffre a été enregistré par Madame Whittaker avec une clause d'accès exclusif à son décès. Aucune réclamation de tiers n'est autorisée. Elle nous a fait passer dans un couloir arrière par une porte verrouillée, puis m'a tendu une clé métallique. Chambre 5. Je tenais la clé comme si elle allait mordre. À l'intérieur du coffre, elle attendait dans un panneau mural encastré. La commis la libéra, la posa sur la table centrale et partit. Gideon ferma la porte. C'est ici que tout change, dit-il. J'ouvris le couvercle. À l'intérieur se trouvaient 4 dossiers soigneusement organisés, liés par un ruban, et une petite boîte à bijoux nichée dans le coin. J'ouvris le premier paquet, une lettre manuscrite de Céleste, longue de plusieurs pages. Une lettre d'amour à un petit-fils dont elle croyait clairement qu'il méritait la vérité. Elle me mit en garde contre le récit de la famille, me dit de ne jamais croire leur version de sa succession. Elle décrivit la propriété en question, 40 acres de terre vierge du Nouveau-Mexique, et comment mon père l'avait supplié de les lui céder plus d'une fois. Elle a refusé à chaque fois. Le deuxième dossier était scellé. Gideon a soigneusement cassé le ruban et a étalé un document intitulé « À ouvrir seulement si talon est contraint ou induit en erreur ». À l'intérieur se trouvaient des journaux détaillés des tentatives de mon père d'utiliser le terrain comme garantie pour un prêt. Des lettres de banque et la déclaration sous serment notariée de Céleste rejetant les accords. Elle a tout documenté. Le troisième dossier contenait des évaluations de propriété,
des cartes et des communications d'une entreprise de développement désireuse d'acquérir le terrain pour un projet de complexe hôtelier. De grosses sommes. Puis le dernier dossier. C'est là que je l'ai vu. Mon nom, ma signature, une copie scannée datée d'il y a 6 ans. Je me suis souvenu du jour par fragments. J'étais à la maison en vacances. Papa a dit que c'était un formulaire de routine, une assurance ou quelque chose. J'étais à moitié endormi en signant tout en mangeant mon petit déjeuner. C'était une procuration générale. Toujours valide. Gideon jura tout bas. Ils ont attendu ça, en attente. Le message vocal. C'est de la société de développement. Ils pensent que cette vente est conclue. Ma gorge s'est asséchée. Ils sont sur le point de signer la cession du terrain en utilisant ma signature. Gideon hocha la tête. À moins que nous ne l'arrêtions avant demain matin. Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS d'un nouveau numéro, avec un PDF joint. Capture d'écran d'un contrat presque achevé. Ma signature déjà apposée. Texte en dessous. Tu es déjà dedans. Ne traîne pas ça. Je me suis tourné vers Gideon. Il m'a regardé sans ciller. Si nous n'agissons pas maintenant, dit-il, d'ici demain cette terre ne vous appartiendra plus. Et pire, si l'accord tourne mal, vous serez responsable des conséquences. J'ai serré le téléphone dans mon poing. Et pour la première fois, j'ai compris. Ce n'était pas une question d'héritage. C'était une question de sabotage déguisé en amour. Et ils étaient presque parvenus à leur fin. Je me suis réveillé avec la voix d'Avry, tremblante d'une fureur silencieuse. Tu dois voir ça. Elle tendait l'écran de son téléphone, éclairé par un fil de discussion familiale dont je ne savais même pas qu'il m'y avait encore. Des captures d'écran de préoccupations vagues. Nous nous inquiétons pour Talon. Il est en pleine spirale. Le stress de la faculté de droit l'a vraiment affecté. Puis vint la phrase qui me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Nous ne pensons pas qu'il soit en état de prendre des décisions légales en ce moment. Ils ne m'attaquaient pas seulement. Ils essayaient de m'effacer. Je ne lui répondis pas tout de suite. Je fixais simplement mon propre nom à côté de mots comme instable, maniaque, dangereux. Ils ne me traitaient pas de méchant. Ils me traitaient de malade et pire, de fragile. Quelqu'un dont la signature ne pouvait pas être fiable, dont la voix ne devrait pas compter devant un tribunal. Quand je suis arrivé au bureau de Gideon, la tempête l'avait déjà atteint. Ils ont envoyé un email à mon assistante, dit-il platement, 2 fois. Une fois pour suggérer que vous êtes contraint par un étranger. Je suppose que c'est moi et une autre pour avertir que vous n'êtes pas sain d'esprit. Ils poussent pour une évaluation par une tierce partie. Ils veulent une mise sous tutelle? Ai-je demandé. Pas encore. Mais il prépare le terrain. Il tapota ses doigts sur son bureau. C'est une vieille astuce dans les litiges successoraux. Discréditer l'héritier. Retarder la revendication. S'il dépose une suspension temporaire de vos droits, nous serons bloqués dans les limbes pendant des semaines. C'est assez de temps pour qu'ils finalisent tout ce qu'ils ont déjà mis en œuvre. Avry serra les poings. Ils utilisent son diplôme contre lui. L'ironie. Gideon a rédigé une lettre la même heure. Nous avons envoyé une notification formelle que toutes les communications concernant la succession de Céleste Whittaker devaient passer par son bureau. Puis il a posé un nouveau paquet devant moi, un document de révocation pour toutes les procurations antérieures, ciblant spécifiquement la signature vieille de 10 ans que j'avais vue hier. Nous l'avons déposé aujourd'hui, dit-il, cela ne changera pas le passé, mais cela les empêchera d'essayer de réutiliser ce fantôme. J'ai signé. Ma main n'a même pas tremblé. Nous étions sur le point de partir quand le téléphone de Gideon a vibré. Il l'a porté à son oreille, a écouté sans interrompre, puis s'est tourné vers moi. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Il s'appelle Rowan Klein. Il dit qu'il travaille ou a travaillé avec la société de développement liée à la propriété. Il a dit, et je cite, « La signature de Talon est utilisée pour conclure un accord dont il n'a pas connaissance. Je ne veux pas participer à un crime. » Nous avons rencontré Rowan dans la banquette arrière d'un café oubliable juste à l'extérieur de la ville. Il était mince, tendu, avec un Bluetooth toujours à l'oreille comme s'il n'avait pas eu un jour de congé depuis des années. Ses yeux passèrent de moi à Avry avant de se poser sur une enveloppe manie usée posée sur ses genoux.
Je ne veux pas d'ennui, dit-il en la faisant glisser sur la table. Mais je ne vais pas être accusé de ça. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés, des contrats PDF, des cartes d'identité scannées. Ils avaient dit que j'étais à l'étranger. Ils avaient dit à son équipe que j'étais injoignable pour des raisons médicales, que Arlon Pierce, mon père, était autorisé à tout finaliser. Ils avaient même mis en copie une copie scannée de ma carte d'identité et de ma signature. Ils avaient des réponses prêtes à tout, dit Rowan, et ils ont utilisé un notaire local qui a signé des dizaines de documents pour eux au fil des ans. Je trouvais ça bizarre à l'époque, mais les familles sont étranges, vous savez. Ma bouche était sèche. Quel est le calendrier? Ils veulent que ce soit signé, scellé et déposé avant vendredi, 48 heures. De retour au bureau de Gideon, je lui ai tout raconté. Il n'a pas semblé surpris. En colère, oui, mais pas surpris. Rowan a mentionné autre chose, j'ai ajouté. Il a dit, la fête prénuptiale. C'était un leurre. Ma famille ne célébrait pas seulement Paisley. Ils étaient à Santa Fe pour rencontrer la compagnie. Gideon a soupiré. Donc, ils ont manqué votre remise de diplôme pour finaliser le vol de ce que vous avez hérité. En sortant du bureau, mon téléphone a de nouveau vibré, un numéro masqué, puis une notification. Vous avez reçu une demande légale. En pièce jointe, un PDF intitulé « Demande d'évaluation des capacités ». Talon Pierce déposé anonymement. J'ai montré à Gideon. Ils ne volent pas seulement des terres, j'ai murmuré. Ils essaient de me faire taire légalement. Il a hoché la tête. Les 12 heures suivantes se sont confondues en un triage légal. Gideon travaillait comme un chirurgien sous le feu. Il a rédigé des déclarations sous serment révoquant toutes les autorités antérieures, des lettres signalant l'utilisation frauduleuse de mon nom et une déclaration sous serment selon laquelle je n'avais pas et n'autoriserais pas la vente de la propriété de Santa Fe. Nous nous sommes rendus au bureau de l'enregistreur du comté avant l'aube, arrivant juste au moment où les portes s'ouvraient. La femme à la réception a semblé peu impressionnée jusqu'à ce que Gideon dépose le paquet. C'est urgent, transfert frauduleux de biens immobiliers. Nous pensons que des documents falsifiés sont en attente. Elle l'a scanné rapidement, puis a hoché la tête. Nous marquerons la parcelle comme signalé. Si quelque chose arrive, cela déclenchera un blocage. Gideon s'est penché près de moi alors que nous sortions. Cela nous donne un peu de temps. Pas beaucoup. Le coup suivant est arrivé à midi et a frappé fort. La parajuriste de Gideon a trouvé un avis de planification dans le système d'enregistrement. Le Trust Pierce, opérant sous une SARL écran, avait déposé une demande de préapprobation de transfert. Leur notaire avait soumis des documents justificatifs ce matin-là. Ils avaient des heures d'avance sur nous. Nous avons appelé directement le promoteur. Une chef de projet a répondu, confuse mais polie. Gideon lui a dit sans détour, vous vous appuyez sur une signature qui a été utilisée sans consentement. Si vous finalisez cela, vous êtes complice. Il y a eu une longue pause. Puis elle a raccroché. Lorsque nous sommes retournés à mon logement temporaire, leur voiture était déjà garée de l'autre côté de la rue. Mon père faisait les 100 pas. Ma mère était assise sur le siège passager, les joues inondées de larmes. Paisley s'appuyait contre le capot comme si elle jouait dans un drame qu'elle ne comprenait pas. Je ne suis pas sorti. J'ai appuyé sur enregistrement sur mon téléphone et j'ai capturé toute la scène. Les cris, les chantages, les sanglots, et par-dessus tout, la menace. Si tu gâches ça pour nous, tu es morte pour cette famille. Plus tard cette nuit-là, j'ai sorti l'enveloppe scellée du dossier de Céleste, celle étiquetée à n'ouvrir que s'il te pousse. Je l'ai déchirée. À l'intérieur se trouvait une lettre. Son écriture était tremblante mais ferme. J'ai dit non à ton père. Il a amené un notaire chez moi et je les ai fait partir. Il a dit que si je ne l'aidais pas à utiliser le terrain de Santa Fe, tout s'écroulerait. J'ai dit que je préférerais le brûler plutôt que de le voir le vendre dans ton dos. S'ils disent un jour que tu ne vas pas bien, cela signifie qu'ils sont à court de temps. C'est le dernier coup de leur livre. Ils l'ont déjà utilisé une fois sur quelqu'un d'autre. J'étais là. J'ai vu comment ça a marché. Utilise cette lettre. Utilise ce plan. Je t'ai choisi parce que je savais qu'ils ne te verraient jamais venir. 6 juin, une liste de contrôle de 2 noms,
des voisins qui pouvaient témoigner qu'elle était lucide et cohérente dans ces derniers jours. Une autre feuille était adressée à Gideon. Elle lui avait fait confiance. Elle avait compté sur lui pour me protéger. Et puis j'ai vu, plié derrière la lettre, une deuxième enveloppe. Celle-ci était étiquetée à remettre le jour où il montera sur scène. Il y avait une courte note à l'intérieur. Ils ne viendront pas. Je le sais. Mais je voulais que la seule chose que tu reçoives ce jour-là soit la vérité, pas leur silence. Avery se tenait à mes côtés pendant que je la lisais. La main sur mon épaule. Gideon a rappelé. Ils ont déposé une requête d'urgence. Ils veulent initier une tutelle et te retirer ton autorité légale jusqu'à une évaluation psychiatrique. J'ai fermé les yeux. Quel est notre mouvement? Nous les forçons à se montrer, dit-il. Une lecture publique, un enregistrement légal complet. Nous les faisons s'asseoir et entendre le testament. Nous leur montrons les documents. Nous faisons brûler leurs mensonges devant des témoins. J'ai hoché la tête. Envoyé l'invitation. Alors que j'étais au lit cette nuit-là, un nouveau courriel a signalé lors de la réunion formelle. 40 heures, une lecture publique du dernier testament de Celeste Whittaker. Un deuxième signal a suivi juste derrière, un papier à en-tête scanné d'un évaluateur psychiatrique local. Les premières conclusions suggèrent que M. Talon Pierce pourrait être sous détresse émotionnelle, recommandant la suspension temporaire de son pouvoir de décision légale jusqu'à nouvel examen. Il construisait une prison à mon nom, mais j'avais la clé. Céleste me l'avait donnée, et maintenant il devrait me faire face pendant que je l'utiliserais. Je suis arrivé tôt. La salle de conférence de Baron Légal était encore à moitié éclairée, stérile, fraîche, tout en verre et en acier. Avery était assise à côté de moi, sa main lâchement enroulée autour d'une tasse de thé vert fumante, ses yeux balayant le couloir toutes les quelques secondes comme si elle s'attendait à un coup de feu plutôt qu'à l'ouverture d'une porte. Je n'ai pas parlé, elle non plus. Mais quand Gideon est entré, aussi impeccable que jamais dans un costume bleu marine et une expression froide, il m'a fait un bref signe de tête. Nous n'avons qu'un seul coup. Restez concentrés. Ne mordez pas à l'hameçon, quoi qu'il arrive. J'ai hoché la tête. Sur la table se trouvaient 3 dossiers. Un pour le testament, un pour l'annexe scellée, un pour les preuves de falsification et de manipulation, tout en triple, tout notarié. 10 minutes plus tard, ils sont arrivés. Meredith a mené la charge, son foulard en soie noué trop serré autour de son cou. Arlon a suivi comme s'il entrait en déposition. Paisley traînait derrière, vêtu de pastel doux et d'un air renfrogné, serrant son téléphone comme si c'était un inhalateur. Au moment où ils se sont assis, Meredith s'est penchée vers Gideon. Monsieur. Baron, si je peux me permettre, mon fils est sous beaucoup de stress. Il ne va pas bien. Nous sommes profondément préoccupés. Je n'ai pas bronché. J'avais répété cette partie dans ma tête 100 fois. Je ne suis pas intéressé par un aparté, répondit calmement Gideon. Tout ce qui est dit dans cette pièce est enregistré. Paisley poussa un gémissement de douleur. Il laisse les gens lui remplir la tête de mensonges. Tout ça, c'est parce qu'il est amer à cause de la fête prénuptiale. Je l'ai regardé. C'était l'hameçon. Le vieux jeu redirigé, dévié, instrumentalisé l'amour. Je n'ai pas bougé. Arlon a finalement parlé. Es-tu fier de ça? Traîner ta propre famille devant les tribunaux comme si nous étions des étrangers. Je ne vous ai pas traîné ici, dis-je. La loi l'a fait. J'ai juste arrêté de vous céder la place. Gideon fit glisser le premier dossier sur la table. Nous allons commencer par l'exécution du testament. Il le lut à haute voix. Ferme et stable. Bénéficiaire unique, Talon Whittaker. Droit complet sur la propriété, les comptes financiers et les actifs résiduels signés et attestés légalement. Arlon ricana. Elle était vieille, confuse. Quelqu'un s'est immiscé dans sa tête. Gideon leva un autre document. Votre contestation a déjà été examinée et rejetée par le tribunal. Vos objections ont été jugées sans fondement. Quand même, dit Meredith rapidement, nous pensons que la santé mentale de Talon devrait être évaluée avant que quoi que ce soit ne soit finalisé. C'était encore là, le rythme de leur stratégie. Si tu ne peux pas discréditer les faits, discrédite la personne. Passons en revue quelques faits, dis-je. Ma voix était égale.
J'ai reçu une enveloppe scellée dans mon porte-diplôme. La seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas détruite, c'est parce que vous ne saviez pas qu'elle l'avait laissée là. Et j'ai eu 72 appels manqués la même nuit de vous tous. C'était de la panique, pas de l'inquiétude. Je me penchai en avant, posai les deux paumes sur la table. Vous n'essayez pas de me protéger. Vous essayez de m'empêcher de lire quelque chose qui détruirait votre contrôle. Fais attention à la façon dont tu parles à ta mère, claqua Arlon. Mais je n'ai pas reculé. Fais attention à la façon dont tu parles à l'homme qui détient le testament. Gideon ouvrit le second dossier. Ce sont des communications entre une société de promotion immobilière et un prétendu représentant de M. Whittaker, dit-il. Des courriels organisant la conclusion d'une transaction immobilière pendant les heures exactes de la soi-disant fête prénuptiale. La voix de Rowan retentit par le haut-parleur au bon moment. Ils nous ont dit que Talon était à l'étranger ou indisponible pour des raisons de santé. J'ai été contraint d'aller de l'avant avec les documents sur la base d'assurance de quelqu'un prétendant être un représentant de la famille. Cela resta suspendu dans l'air comme l'odeur de quelque chose de pourri. Ils essayaient de vendre le terrain tout en me disant de célébrer la fête prénuptiale de ma sœur. J'ai dit qu'ils ne choisissaient pas la famille plutôt que moi. Ils choisissaient la fraude. Arlon ouvrit la bouche, mais Gideon l'avait déjà devancé. Passons à l'annexe. Il décellait la dernière enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'écriture de Céleste Whittaker. Familière, élégante, délibérée. Elle se doutait que vous tenteriez cela, dit Gideon sans lever les yeux. Elle a écrit ici que vous l'aviez un jour emmené signer des documents qu'elle ne comprenait pas. Elle a écrit qu'elle avait refusé de vendre le terrain parce qu'elle croyait que vous l'utiliseriez comme garantie pour des prêts ou des promesses que vous ne pourriez pas tenir. Elle a averti que si quelqu'un essayait un jour de dépeindre Talon comme instable, ce serait une manipulation. Paisley était devenue silencieuse. Les lèvres de Meredith tremblaient. Arlon se pencha simplement en arrière et croisa les bras comme si l'air avait quitté la pièce. Puis vint le coup de grâce. Je n'ai jamais donné de procuration à personne, dis-je. Pas pour cette terre, pas pour aucun compte, et certainement pas à des gens qui me voyaient comme un obstacle au lieu d'un fils. Et pourtant, ajouta Gideon, un document de procuration a été utilisé avec la signature scannée de Talon pour tenter un transfert de propriété. Il composa un nouveau numéro. Cette fois, la voix de la société immobilière se fit entendre. Nous étions sous l'impression qu'il avait consenti. Sa famille nous avait assuré que ce n'était qu'une formalité. Nous travaillions dans des délais serrés. On vous a donné un faux, répondit Gideon. Continuer la transaction vous expose à des poursuites. Silence, puis une voix neutre. Nous mettrons le dossier en attente. Paisley se leva soudain. Pourquoi est-ce que ça ressemble à un piège ? Sa voix se brisa. Parce que c'en était un, pensai-je, un piège que vous avez tous tendu et dans lequel vous êtes tombés. Avant qu'elle ne puisse se retirer derrière ses larmes, un autre coup à la porte. C'était Grant, l'homme avec qui elle était fiancée. Ou peut-être l'était-elle encore. J'ai juste une question, lui dit-il. Pourquoi étais-tu à une négociation foncière à Santa Fe le même week-end où tu m'as dit que tu préparais une fête prénuptiale ? Sa bouche s'ouvrit, se referma, toute sa performance se fractura. Je laissai le silence parler. Puis je dis la seule chose que j'étais venu dire. Je n'ai pas brisé cette famille. J'ai juste cessé de la laisser me briser. Je me tournai vers Gideon. Allons de l'avant avec les dépôts légaux. Désormais, ils ne me parleront plus. Ils vous parleront à vous. Il acquiesça une fois. Derrière les murs de verre, Meredith attrapait déjà son manteau. Le visage de Paisley était pâle, creux. Arlon semblait réaliser qu'il n'était plus aux commandes. Mais je ne souris pas. Je ne célébrais pas. Je respirais simplement. Puis je regardais mon téléphone. Il y avait déjà de nouveaux messages, plus d'appels, plus d'excuses qui n'en étaient pas vraiment. Gideon me vit regarder et dit, « Nous avons un jour de plus. Si nous ne scellons pas ça, ils trouveront un autre moyen de te ramener. » Je sais, dis-je, finissons-en. Le lendemain matin, je suis entré chez Baron Légal pour la dernière fois. Non pas comme le gars qui espérait une bouée de sauvetage, mais comme l'homme qui verrouille toutes les portes qu'ils utilisaient autrefois pour me piéger. Gideon était déjà au téléphone avec le greffier du comté. La requête d'urgence a été rejetée, dit-il en entrant. Cause insuffisante.
L'annexe de votre grand-mère était claire. Ils ont essayé, Talon, mais ils n'avaient pas assez. Il raccrocha, me regarda. Tu es prêt à tout signer? J'ai hoché la tête. Nous avons commencé par l'affidavit, ma propre déclaration sous serment concernant leur comportement, leur manipulation, leur attaque coordonnée contre mon état mental. Puis la déclaration me protégeant de toute autre évaluation forcée, à moins d'une ordonnance d'un tribunal avec des preuves, pas des ragots. Rowan avait déjà envoyé par email un calendrier des communications détaillant qui avait initié quoi et quand. Gideon a soumis cela au service des fraudes du bureau du registraire. Les scans de signature, les métadonnées correspondantes. Une affaire s'ouvrait. Je ne me souciais pas des accusations. Je voulais juste que ça s'arrête. Vint ensuite le transfert des actifs. J'ai signé des pages et des pages sous la supervision de Gideon. Clair, définitif, précis. J'ai choisi de nouvelles structures pour les comptes, mis en place des alertes, des couches de contrôle. Personne ne pouvait toucher $1 ou un document sans mon empreinte digitale. Maintenant, à la fin, demanda Gideon, voulez-vous entendre les dernières nouvelles d'eux? Je suis sorti du bureau. Dehors, le ciel était couvert. Le vent doux. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé chez ma grand-mère, maintenant légalement mienne. À l'intérieur, les meubles n'avaient pas bougé. Les cadres photos étaient toujours là où elle les avait laissés. J'ai touché l'accoudoir sur lequel elle s'appuyait pour lire le journal. Et puis je me suis assis et j'ai sorti la dernière lettre que j'avais trouvée, glissée derrière sa vieille boîte à recettes. Elle avait écrit, tu me voyais comme une personne, Talon, pas comme un prix. C'est pourquoi je te fais confiance. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans la boîte. Plus tard cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Meredith, pouvons-nous parler? Harlon? Résolvons cela sans drame. Paisley, tu n'avais pas à nous humilier. J'ai éteint mon écran. Ce n'était pas le silence. C'était la paix. Et cette fois, elle m'appartenait. Je continue de penser au calme qui s'est installé après que tout ait été dit et fait. Pas le genre de calme qui ressemble à une punition. Le genre qui vous appartient enfin. Et c'est peut-être la partie qui me reste le plus. Car au milieu de tous les papiers, des menaces et de la pression, ce que j'ai vraiment retrouvé, ce n'était pas de l'argent. C'était ma propre voix. Et parfois, c'est la chose la plus difficile à récupérer lorsque les personnes les plus proches de vous parlent sur vous depuis des années. S'il y a quelque chose que nous pouvons retenir de cela, c'est que nous ne choisissons pas toujours qui se présente pour nous. Mais nous choisissons ce que nous acceptons, ce que nous portons et ce que nous déposons. Nous pouvons toujours faire preuve de gentillesse sans rendre notre vie à quelqu'un qui continue de vouloir prendre le volant. Nous pouvons ressentir de la compassion et tout de même maintenir une limite. Les deux choses peuvent être vraies. Et si vous avez déjà été celui qui a été mis de côté, ignoré ou traité comme si vos étapes importantes ne comptaient pas. Je suis vraiment content que vous ayez été là avec moi. Si vous voulez laisser quelques lignes dans les commentaires, dites-moi simplement d'où vous regardez ou quelle partie de cela vous a le plus touché. Et si vous souhaitez rester dans un endroit où les histoires sont entendues sans jugement, vous pouvez vous abonner. Non pas comme une faveur, mais comme un moyen de rejoindre cette petite communauté d'auditeurs et de partageurs. Très bien, prenez soin de vous et je vous verrai dans le prochain.